Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers membres du groupe ANOS, ce soir nous avons le grand plaisir de recevoir pour notre 6e édition, invité du mois, une personne spéciale, un invité de marque, un jeune que je dirais très spécial, un jeune qui, comme le dit le proverbe poulard, qui a les mains propres. Il est très spécial parce qu'il œuvre beaucoup dans la conscientisation et l'éveil des jeunes. Un jeune connu en Mauritanie pour son engagement dans l'humanitaire, il est connu également pour sa lutte sans merci contre toutes les formes d'injustice, quelle que soit la couleur de la personne, quelle que soit la langue de la personne victime. Il est également le fondateur de l'association de bienfaisance que nous connaissons tous et qui s'appelle Marmite du Partage. Il s'agit d'une marmite qui soulage des familles pauvres et des personnes indigentes ou les laissées pour compte. Aujourd'hui, il donne l'exemple en s'investissant dans l'entrepreneuriat à travers la maison de loisirs. Une maison illuminée par les retrouvailles de la jeunesse mauritanienne à travers différentes manifestations culturelles, dont le match de football des championnats et la soirée du Lachiri et Hako. Merci, M. Khalid Diallo, d'avoir accepté d'être notre invité du mois pour le groupe ANOS, afin de répondre à une panoplie de questions. Alors, pour plus de précision, l'interview se déroulera en 2 phases. Une première phase avec les questions du modérateur et une deuxième phase avec les membres du groupe qui voudraient contribuer ou poser des questions. Sans tarder, nous allons directement passer à la première question. En quelques mots, qui est Khalid Diallo? Naissance, vie familiale, parcours scolaire et activités professionnelles. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Groupe Annonce, merci vraiment à Oustaz Omar Mbaye pour cette invitation qui me permet de rencontrer de différentes personnes ici de différents horizons. Et c'est un honneur d'être dans le groupe, Inch'Allah. Donc je vais faire un autre audio pour répondre à la question, Inch'Allah. Omar Khalid Diallo, c'est quelqu'un qui est né à Bogué dans les années 80. J'ai une famille, alhamdulillah rabbil alamin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis marié depuis 2012, grâce à Dieu. J'ai fait des études jusqu'à la terminale. J'ai passé le bac une seule fois. Je ne l'ai pas eu et j'ai préféré ne pas perdre mon temps à courir derrière un diplôme, mais d'aller chercher un autre professionnellement. Donc, c'est par la suite que je suis allé au Sénégal. Je me suis inscrit dans une université professionnelle qui s'appelle High Tech, Sena High Tech Africa. J'ai fait un DTS en audiovisuel. Ensuite, j'ai fait une licence en journalisme. Et après, j'ai eu le master en marketing communication. Donc tout ça, c'est dans des instituts différents et dans des instituts professionnels. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis revenu en Mauritanie en 2012. Pour le premier, en 2011, fin de l'année 2011, pour le lancement de la télévision du Sahel, la première télé privée en Mauritanie. Et depuis lors, je vis ici en Mauritanie.
Je suis par ailleurs chargé de communication au secrétariat exécutif national de lutte contre le sida. Je m'occupe du plaidoyer de la stratégie de communication sur le VIH-Sida et je travaille là-bas depuis 8 ans cette année. Merci Khalid de vous être présenté. Et désormais, le public annonce connaît qui est M. Khalid. Désormais, nous connaissons votre parcours et cursus scolaire, également que vous êtes père de famille. Nous prions Allah qu'il bénisse cette famille et qu'Allah bénisse également votre travail. Je m'en vais directement à la deuxième question, M. Khalid. Vous êtes fondateur de l'association dénommée Marmite du Partage, une marmite qui contribue beaucoup à atténuer la souffrance des milliers de familles pauvres, notamment dans les quartiers périphériques. Pouvez-vous nous parler de cette organisation, de ses objectifs et réalisations, et qu'est-ce qui motive M. Khalid à s'engager dans l'humanitaire? Barakallah Fik, Omar, et Barakallah Fik, Omar, dans le groupe Annonce. Omar, la marmite du partage, oui, j'en suis le fondateur, mais je le dis souvent et avec le plus grand respect à tous les membres. Parce que si aujourd'hui l'organisation humanitaire, la marmite du partage existe, et d'ailleurs, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on fête notre 10e année, cette année de 2021, je pense que c'est parce que nous avons été tous ensemble en équipe, nous avons travaillé ensemble. Et tout ce que la marmite du partage a réalisé dans le passé et actuellement, c'est un travail d'équipe. Donc je rends hommage à tous les membres de cette organisation qui nous fédèrent. Maintenant, parlant de la marmite du partage, nous avons des objectifs très clairs. Nous, on n'est pas une organisation, par exemple, qui cherche à soumissionner des grands financements, etc. Non, nous, on travaille directement dans le caritatif, le social et l'humanitaire. On utilise nos propres moyens, d'abord nous, en tant qu'organisation et membres de cette organisation, et on utilise les moyens de Oumar Mbaye, de Imam Abdallah Issar, de X, de Y, de n'importe quelle personne qui veut aider dans l'objectif social et humanitaire d'aider les personnes qui sont dans le besoin. C'est-à-dire des gens qui souvent sont malades, qui souffrent et qui ne peuvent pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens. On essaie d'apporter notre carnet d'adresses, nos relations humaines d'abord, avant le matériel. Parce que souvent, les gens pensent que c'est l'argent qui règle. Alors que de l'autre côté, quand tu as une relation avec des gens, ces gens-là peuvent aider à régler ce problème-là sans pour autant te donner l'argent à une organisation quelconque. Il y a l'autre aspect qui est le plus important dans la marmite du partage aussi, c'est pendant le mois de Ramadan. C'est ça le créneau de la marmite du partage. C'est pendant le mois de Ramadan, nous organisons des iftar saïm. Donc on organise des iftars, on va dans un quartier qu'on va localiser auparavant. L'équipe, c'est 300 jeunes, hommes et femmes, qui vont venir passer la journée, faire le tour avec les gens, cuisiner sur place, connaître ce qui se passe, inviter les journalistes qui viennent découvrir ce qui se passe dans ce quartier-là. Une manière aussi à nous de mettre la lumière sur ces quartiers démunis, sur ces populations qui sont laissées pour compte. Ne pas seulement leur donner à manger, mais permettre aussi derrière ça aux journalistes de faire des reportages, attirer les décideurs pour leur dire dans telle zone, il y a tel quartier, il y a telle pauvreté et qui mérite l'attention des décideurs. L'autre phase, c'est la phase de la scolarité. C'est-à-dire on essaye de parrainer des enfants qui, à travers les expériences, quand on va dans les quartiers pour cuisiner pendant le mois de Ramadan, on localise là-bas des enfants, on prend des informations, on regarde les notes de ces enfants. Quand il y a un enfant, on sait que celui-là, il est brillant, et si on le prend, on le parraine, on paye sa scolarité, on pourra vraiment lui permettre d'avoir une bonne éducation, et que lui, à son tour, demain, pourra prendre en charge, se prendre en charge lui-même et sa famille. On essaie d'investir sur ces enfants-là. Il y a maintenant la fête de Tabaski. Pendant aussi le mois de Ramadan, en donnant le ftour aux populations ou en distribuant de l'eau ou en donnant des vivres à ces populations-là, on essaie aussi de prendre les informations avec les imams de quartier, les chefs de quartier, les populations.
on a une proximité avec ces populations-là qui nous permettent de comprendre qu'ici, il y a une famille, par exemple, ou deux familles, ou trois familles qui sont complètement démunies. Donc, parce que quand tu viens dans un quartier démuni, comme le Mkaiti, tout le monde est pauvre, mais tu as des gens, d'autres sont plus pauvres que d'autres. Donc nous, on prend les gens les plus démunis. Ces gens-là, on leur donne aussi des rations alimentaires pour le mois. Et si on leur donne des rations alimentaires, on les enregistre pour la fête de Tabaski. Quand la fête de Tabaski va approcher de 3 ou 4 jours avant la fête, on appelle ces familles à notre siège. Elles viennent, on leur donne des moutons pour l'Eid al-Adha, où ils peuvent égorger leurs moutons en famille, etc. Voilà les activités que la Marmite du Partage a choisi de faire. Après, comme beaucoup de gens le voient, on s'intéresse à toutes les questions où nous pouvons faire poser un acte plutôt humanitaire, un acte social. Tu as une famille, par exemple, qui se brûle, ou tu as une fille qui est victime de viol, ou tu as une famille qui est dans le besoin et qui n'a pas les moyens d'être orienté ou d'être aidé à régler son problème. On essaye, nous, par nos plusieurs contacts, alhamdulillah, rabbil alamin, qu'on a, à orienter, à aider ces gens-là. Donc c'est ça la Marmite du Partage. La Marmite du Partage, c'est juste l'esprit de solidarité, c'est l'esprit de partage, c'est l'esprit de l'humanitaire. C'est seulement et seulement cela la première mission de la Marmite du Partage. Ce qui me motive à m'engager dans l'humanitaire, Oumar, moi je suis orphelin de père et de mère. J'ai perdu ma mère très tôt, j'ai perdu mon père aussi également tôt. Hein? Alors j'ai été adopté, j'ai grandi dans une famille française en France. J'ai eu la chance de voyager, de découvrir ce qui se passe à travers le monde. À un moment donné, je me suis dit, mais écoute, tu as eu une chance d'aider. Tu as été aidé. Tu as eu une chance d'avoir tout ce que tu voulais. Pourquoi pas essayer de donner un peu de ton temps à ceux-là qui n'ont pas peut-être eu la même chance que toi. Mais ça, c'était que des réflexions au début. Après, comme tu le sais, je suis devenu présentateur de spectacles, animateur de concerts, etc. Donc, je commençais à gagner de la notoriété. Les jeunes me faisaient confiance, certains m'adulaient, me respectaient. Mais je me suis dit, ça ne suffit pas. Je donne des conseils. Je viens dans un spectacle. Je fais des présentations. Je fais des animations. Je fais une éducation citoyenne. Mais cela encore, je me suis dit, ça ne suffit pas. Après, maintenant, quand je suis parti pour mes études, j'ai commencé maintenant à écrire le projet de la Marmite du Partage. Je me suis dit, quand je vais rentrer en Afrique, en Mauritanie particulièrement, je vais lancer une organisation un peu comme les Restos du Cœur, que je connais très bien. Donc, pour avoir vécu des expériences en France, je pense que c'est quelque chose de très important. Je me suis dit que c'était important que j'essaye de faire la même chose, mais selon les manières, dans le contexte islamique et socio-culturel mauritanien. Donc c'est à travers ça que, vu que déjà il y avait cette confiance, les jeunes me connaissaient, etc., j'ai dit en lançant ce truc-là une fois en Mauritanie, les gens vont adhérer. C'est comme ça que les jeunes ont commencé à adhérer et finalement les jeunes se sont appropriés la Marmite du Partage et aujourd'hui on constitue une famille. Au-delà aussi de cet engagement, moi je suis quelqu'un qui aime mettre les gens en contact. Ma vie, c'est de servir les autres. Ma vie, c'est de rapprocher les gens. C'est de dire à l'autre, mais est-ce que tu connais celui-là? Quand tu me dis non, je ne le connais pas, je lui dis ça, c'est Oumar Baye, il est tel et tel et tel et tel. Donc, au sein de la Marmite du Partage, c'est plus facile. Quand tu organises les gens à aider, finalement, les gens vont se connaître entre eux. Et je peux te dire aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir que dans la Marmite du Partage, il y a plus de 10 couples qui se sont mariés. Des jeunes se sont mariés. Des familles ont été fondées. Grâce à quoi? Grâce à l'esprit de la Marmite du Partage, à l'esprit de l'entraide, à l'esprit de la solidarité. Et ça, c'est important. Ce n'est pas une structure où le zina est là, où la délinquance est là. Non, c'est le rapprochement, c'est l'humanité, c'est aussi le religieux. Parce que nous, avant quoi que ce soit, on est des musulmans. Et le devoir du musulman, c'est d'aider son frère musulman. Merci Khali d'avoir apporté des informations par rapport à cette marmite, une marmite du cœur, une marmite qui soulage les pauvres, une marmite qui renforce les faibles.
Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous apporte son aide et son assistance et que cette marmite continue de servir les pauvres et les démunis. Certainement les gens du groupe ANOS ont entendu, le public du groupe ANOS ont entendu que c'est l'argent de tel et tel et tel pour contribuer à effacer tout simplement ce que nous appelons aujourd'hui la pauvreté chez ces familles. C'est également une façon de les aider, de les rapprocher de nous. Alors je m'en vais à la troisième question. Monsieur Khali, vous êtes journaliste également. Vous avez déjà travaillé au niveau de Sahel TV et à son début. Mais également, M. Khali, vous êtes un activiste. Nous vous voyons tout le temps défendre des questions des personnes victimes. On peut citer le cas de Penda Sogue, on peut citer également la petite Adji, et également tant d'autres cas. Et dans ce sens, M. Khali, quelle est l'analyse que vous faites de la situation de la presse en tant que journaliste, mais également quelle analyse vous faites de la question des droits de l'homme en Mauritanie? Omar, merci beaucoup par rapport à la question en tant que journaliste et activiste. Quelle analyse je fais par rapport à la situation de la presse en Mauritanie et celle des droits de l'homme? Omar, je pense que la situation de la presse en Mauritanie, elle est honteuse. Pourquoi elle est honteuse? Parce que l'État mauritanien a donné des cahiers de charges, a donné des licences de télé, de radio. Mais, et ça je défie qui que ce soit, sur une seule, qu'on me donne un seul groupe médiatique, audio-visuel, qui respecte les chartes de ces cahiers de charges. Il n'existe pas. Ça veut dire que la situation aujourd'hui de la presse en Mauritanie, elle est connue. La presse, quand les journalistes ne sont pas protégés par des contrats de travail, quand les journalistes peuvent travailler pendant 8 mois, 6 mois, sans être payés, moi je pense qu'on ne peut pas parler de presse. On ne peut pas parler de presse. Et je ne parle même pas des délits de la presse. On nous a beaucoup pompé l'air, oui, la Mauritanie est classée dans les pays arabes, etc., comme exemple de la presse, de la liberté, mais on sait ce que c'est. En Mauritanie, un journaliste, demain, en plein exercice de ses fonctions, il peut être arrêté. On a vu ici le cas de Babacar Bandiaï, qui est le webmaster de Cridem. On a vu le cas de Jidna, Jidna Deide, que tout le monde connaît. Donc, si on continue à vouloir faire une analyse d'une presse qui est agonisante, qui traîne dans la boue, et moi je pense que aujourd'hui la situation de la presse en Mauritanie, elle est ce que tout le monde doit connaître. Et même le métier de la presse, le métier du journaliste, il n'est plus valorisant aujourd'hui en Mauritanie. Parce que demain, tu peux te retrouver dans la rue avec un ancien épicier qui a une carte de journaliste parce qu'il travaille dans une radio et puis il est journaliste. Donc la déontologie, le principe de déontologie, il doit accompagner en tout cas le travail de la presse. Maintenant, dans la presse écrite, il faut quand même reconnaître qu'il y a de nos confrères journalistes qui sont excellents, mais qui vivent dans la précarité. Il faudra que le niveau de la presse mauritanienne, en termes surtout de protection du droit des travailleurs, des journalistes, soit assuré. Tel n'est pas le cas dans notre pays, malheureusement. Par rapport à la situation des droits de l'homme, elle est connue de tous. On va dire oui, maintenant le climat est un peu calme, etc. Moi je dis non, le climat n'est pas calme, le climat fait semblant d'être calme. Mais c'est la situation des droits de l'homme, elle est connue. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de liberté, de justice et d'égalité entre tous les Mauritaniens. Vous avez vu la dernière fois, il y a eu même pas la dernière fois, c'est hier, que un des présidents de partis politiques a écrit que les concours que l'État mauritanien est en train de faire souvent sont discriminatoires. Donc, quand un concours national discrimine une frange de la population donnée ou un citoyen lambda, eh bien, la situation des droits de l'homme, elle n'est pas encore meilleure. Moi, je pense qu'on est plus dans le maquillage
de la situation des droits de l'homme pour dire oui, tout va bien en Mauritanie, mais tout ne va pas bien du tout en Mauritanie. La réalité, elle est là. Après, comme j'ai dit, il y a bien sûr des choses qui évoluent. On ne peut pas aussi se permettre de dire que tout n'est pas bon. Non, dans chaque œuvre humaine, il y a des choses bien et des choses mauvaises. Mais aujourd'hui, triste est de constater que la situation est encore plus grave. Quand je vois les terres des gens de Ferrala sont expropriées par l'État mauritanien au profit de d'autres personnes, moi je me demande le droit d'accès à la terre, le droit de la protection des gens qui ont mis en valeur des terres pendant des siècles. On ne peut pas me parler encore que tout est rose dans les droits de l'homme. Quand on voit que même des étrangers qui vivent dans notre pays ne sont pas respectés, ne sont pas considérés quelquefois face à certaines situations d'injustice. Et là, je profite pour parler d'un cas d'un jeune Malien qui s'appelle Yaya Cissé, qui croupit en prison depuis 9 ans. Je ne dis pas qu'il a raison, mais je demande solennellement pour lui et pour d'autres qu'on réouvre leur dossier, qu'on les étudie de façon très responsable, de façon très sérieuse, sans aucune prise de parti. Si on arrive à donner ces garanties-là aux citoyens mauritaniens, mais également aux citoyens du monde qui vit en Mauritanie, je pense que nous en serons gagnants. Mais globalement, la situation des droits de l'homme en Mauritanie, pour moi, elle n'est pas du tout satisfaisante. Parce que aujourd'hui, il y a des Mauritaniens apatrides qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas d'état civil, et pourtant la Mauritanie a ratifié toutes les conventions du monde qui permettent la libre circulation des personnes et des biens. Moi, je me demande des gens qui n'ont même pas de papier, d'état civil, qui sont apatrides dans leur propre pays, comment ils peuvent circuler librement. Merci Khali de votre clarté, votre pertinence à répondre à nos questions. Merci de ces précisions. Merci de ces arguments soutenus que vous apportez. J'espère que notre public a bien compris qui est Khali Diallo et le travail qu'il essaie de faire dans notre pays en tant que jeune. Monsieur Khali, vous êtes promoteur d'une entreprise commerciale. Plutôt, je dirais une entreprise sociale. Une entreprise dénommée Maison des loisirs. À travers cette réalisation, quel conseil vous donnez à la jeunesse mauritanienne dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, surtout ceux qui partent à la recherche de l'Eldorado et qui pensent que le bonheur c'est ailleurs et non ici? Omar, oui, je suis aujourd'hui propriétaire de l'entreprise commerciale La Maison des Loisirs, qui est un lieu, encore une fois, de rencontres, d'échanges, où toutes les communautés viennent se rencontrer. J'ai des amis, des frères Mour, qui viennent rencontrer les frères Poulard, Wolof, Soninké, Hartani, tous les Mauritaniens se rencontrent ici. Nous discutons de tous les sujets. Les vendredis soirs, j'ai fait des soirées la Hago, donc qui est un plat traditionnel Peul que je vends. Les gens viennent acheter. Je suis ouvert tous les jours. J'ai un restaurant qui est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. Nous avons une salle de sport, musculation et fitness où les jeunes viennent faire du sport. Là aussi, il y a toutes les communautés. J'ai des salles de bein sport où les jeunes viennent regarder les matchs de football. J'ai une connexion Wi-Fi que je leur offre gratuitement. J'ai aussi des chambres meublées, climatisées, que je ne loue qu'à des délégations, pratiquement de basket, de football, qui viennent séjourner ici. Sinon aussi à des gens qui présentent leur acte de mariage, par exemple. Je peux leur ouvrir des portes. Donc, j'ai aussi un pressing où nous lavons des habits, soit on vient les prendre à domicile, soit la personne les ramène. Donc, je ne me suffis pas tout simplement à un salaire. Parce que, Omar, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important. Ici, c'est notre pays. Nous, on est Mauritaniens. On est Mauritaniens. Les jeunes Mauritaniens doivent apprendre à se battre, faire des affaires propres.
L'essentiel, c'est de gagner sa vie dignement, honnêtement. Moi, ici, je lave des assiettes, je sers les clients. Je n'ai pas ce complexe-là du jeune, oui, j'ai créé une entreprise, après, je suis le boss. Non, ici, il n'y a pas de boss, il y a le respect des règles pour tout le monde. Chacun y gagne. J'ai des employés qui travaillent. À la fin du mois, ils ont leur salaire. Leur salaire ne peut pas être en retard. Parce qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'on apprenne à travailler. Il faut qu'on apprenne à créer. Il ne faut pas que les jeunes Mauritaniens se découragent, baissent les bras en disant oui, non, Wanata, c'est pas possible. Ça ne va pas marcher. Les maestros, c'est pas vrai. Il faut se battre. Quand tu es né dans une situation qui n'est pas favorable, il faut que tu te battes pour que ta situation devienne favorable. Oumar, les jeunes qui vont à l'Eldorado, peut-être certains c'est leur choix, certains veulent partir, mais d'autres, ils ne sont pas partis par choix. Et d'autres partent parce que beaucoup qui sont là-bas, des nôtres, les trompent avec des photos pour leur dire ici, on ramasse l'argent. Oumar, nous avons vécu à l'extérieur. Aujourd'hui, si on voulait vivre en France ou rester aux États-Unis, on en allait le faire. La vie nous est très facile pour faire ça. Mais comme j'ai dit, dans la vie, il faut savoir avoir des objectifs. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'aller travailler, rester à l'extérieur, vivre là-bas. Non. Vivre pour soi, c'est facile. S'en sortir tout seul, c'est très facile. Nous, il faut qu'on s'en sorte pour nous, mais il faut qu'on s'en sorte pour les autres qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et puis, Khali qui aime aider, Khali qui aime rendre service, mais il faut que Khali trouve, il faut que Khali trouve les moyens d'aider. Et la meilleure manière pour Khali de trouver les moyens d'aider ma famille et d'aider d'autres personnes, c'est de travailler, c'est de fructifier mon business. L'essentiel que ce qu'on fait doit être quelque chose de clair. Quand tu rentres dans une affaire, quand tu crées une entreprise, que ton entreprise ne soit pas une entreprise de faux. Et il ne faut pas aussi que nous, on dit, non, en Mauritanie, faire du travail, c'est difficile. Après, on va aller en Europe pour laver des assiettes. Ça aussi, mine, je ne peux pas le comprendre. Après, comme je dis, je ne critique personne, je ne dis du mal à personne. Mais de mon expérience, de ma modeste personne, je voudrais être un exemple pour les jeunes Mauritaniens. Pour leur dire, on peut étudier, avoir un master, on peut avoir le bac, on peut ne pas avoir le bac, on peut ne pas étudier et réussir sa vie. Tout dépend de la personne, tout dépend de toi. Merci Khali d'avoir répondu à cette dernière question. Je m'en vais à la question suivante, la 5e question. Là, nous allons aborder la politique. Nous avons déjà parlé du journalisme, de quatrième pouvoir. Nous avons également évoqué la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Mais également, nous avons parlé de l'entrepreneuriat et du rôle que doivent jouer les jeunes. Alors là, je m'en vais directement poser une question sur la politique. Beaucoup de jeunes pensent ou disent que tout ce que vous faites à travers l'humanitaire, à travers vos positions de défendre des personnes, tout ça que vous le faites, c'est parce que vous avez des aspirations. Est-ce que c'est vrai? Et en plus, Khali, comment vous voyez la politique en Mauritanie? Et avez-vous des ambitions politiques? Cheikh Omar, Seydi Mbaye, tu sais, les gens ont dit, on a entendu dire, il paraît que, tout ça, c'est pas important. Le plus important dans la vie, c'est de savoir ce que l'on veut. Omar, moi, je ne me suis jamais caché dans quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui assume la totalité de ce qu'il fait quand c'est bon et quand c'est pas bon. Les deux, j'assume le tout. Je n'assume pas juste quand c'est bon. Et quand c'est pas bon, là, je fais semblant. Non, non, j'assume tout. Je suis un citoyen mauritanien qui a le droit d'avoir des ambitions politiques, qui a le droit d'avoir un regard et des analyses politiques, qui a le droit de participer dans une élection donnée si je remplis les conditions. Le jour où ça doit arriver, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui essaie de caresser dans le sens du poil. Et d'ailleurs, je pense que j'ai fait de la politique en 2001, Oumar. C'était bien avant la marmite du partage. La plus grande élection municipale de Bogué avec Ba Adama Moussa contre le parti de PRDS de Oultaya à l'époque. J'ai fait la politique. J'ai été parmi les leaders jeunes qui ont aidé Ba Adama Moussa, le maire de Bogué,
a gagné l'élection contre le parti au pouvoir. En 2003, Oumar, quand l'IFP s'est mobilisé derrière Mohamed Khounaoul Haïdal en 2003 pour la présidentielle contre Mahaouia, moi j'étais là, je soutenais Haïdal. Donc, qu'on ne me dise pas des choses qui ne tiennent pas debout. Khali est un citoyen mauritanien, j'ai un droit de participer, de dénoncer, de dire ce que je pense. Demain, si je dois être un député au Parlement pour défendre mon peuple, je le ferai. Si je dois aller pour être un maire, je le ferai, Oumar, sans aucun regret. Parce que aujourd'hui, nous, on ne peut pas continuer à rester des spectateurs, à crier de gauche à droite sur les réseaux sociaux, dans des groupes WhatsApp, et dire oui, la situation ne va pas, il y a tel problème, ou on propose telle solution. Il faut être aussi quelquefois au centre de la chose pour pouvoir influer sur les décisions et participer au changement. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris, tiens, Noir. Il faut que ça soit très clair. Je ne suis pas un jeune qui s'assoit derrière son téléphone et qui critique. Juste qui critique. Non, moi je critique et je propose des idées. Je ne dis pas que j'ai les solutions. Non, ça aussi c'est être prétentieux. Mais je peux participer à une réflexion pour dire par exemple, aujourd'hui dans l'état civil, il y a un problème de discrimination. Pour éviter ça, il faudra considérer tous les Mauritaniens sur le même pied d'égalité. C'est tout. Et si je dois aller me battre en tant que député au Parlement pour influer sur ça, je le ferai. Donc je pense que la politique en Mauritanie, elle est ce qu'elle est, mais à chacun d'entre nous sa trajectoire, à chacun d'entre nous sa manière de voir les choses. Mais par contre, là où j'attends les gens, et j'attendrai n'importe quel être humain, c'est de dire, Khali, quelle est ta relation avec tel homme d'affaires? Khali, est-ce que quelqu'un te donne de l'argent, tu vas changer tes principes? Khali, est-ce que quelqu'un peut t'acheter avec son argent? C'est ça qui est important. Oumar, nous faisons tout dans la dignité. Aujourd'hui, sans chercher à nous vanter, on peut dire qu'on n'a pas peur de qui que ce soit en Mauritanie. On ne traîne pas de casserole. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous donner de l'argent pour nous dire non, tel sujet tu parles, tel sujet tu t'étais. Non, on est libre, très libre. Et c'est ça qui complique un peu notre situation dans notre pays, la Mauritanie. Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre que Oumar Mbaye ou Khali Diallo soient des gens qui sont totalement indépendants. On est indépendant, Oumar. On est indépendant. Être indépendant pour moi, c'est déjà d'être tranquille avec sa conscience. Quand tu te couches dans ta maison, tu as ton esprit tranquille. Parce que tu sais que tu n'as pas volé le bien de quelqu'un, que tu n'as pas pris l'argent de quelqu'un, que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Le reste, ma'amouhim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'homme le plus important de toute l'humanité. Mais il a eu des gens qui l'ont détesté dans sa propre famille, à plus forte raison dans l'entourage. Il y a des gens qui l'ont traité de magicien, il y a des gens qui l'ont traité de tous les maux. Mais est-ce que ça a empêché, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'être l'homme le plus valeureux de toute l'humanité? Quand Dieu trace le chemin de quelqu'un, mais mon frère, personne ne peut contre ça. Donc, quand tu vis aussi dans cette vie-là, et tu décides de t'engager publiquement, tu vas entendre. Tu as des gens qui vont t'aimer, tu as des gens qui vont te détester. Ceux qui vont te détester, là, tu pries pour eux, que Dieu change leur cœur afin qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Mais tu ne vas pas être dans leur situation. Donc, ceux qui te disent, oui, tu vas faire, tu vas ceci, tu vas cela. Nous, personne ne contrôle notre vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle le tout. Et demain, encore une fois, si on doit s'engager politiquement, on va le faire. Et on n'aura aucun regret de le faire. C'est ça la différence entre beaucoup de jeunes dans notre pays. Il faut qu'on soit des gens libres, qu'on ne soit pas des gens influençables par un X ou un Y, ou bien par un courant politique tel contre tel. Non, moi, Khali, c'est l'intérêt de la Mauritanie juste, l'intérêt de la Mauritanie plurielle qui va toujours m'animer. Et si vraiment, un jour, je dois devenir une personne contradictoire, contraire à ses valeurs et ses principes islamiques, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me retirer de ce monde-là et de me permettre de me reposer dans ma tombe, car ça sera le mieux. Merci Khali de prouver encore une fois que il faut avoir de convictions
par rapport à ce que nous voulons faire ou entreprendre. Je voudrais, à travers cette 6e question, aborder un sujet important et essentiel, parce qu'il s'agit d'un sujet de la spiritualité. Il s'agit d'une question qui évoque la foi profonde, ou si on peut se permettre, l'amour dormante dans le cœur du croyant. À cet effet, M. Khali, nous sentons beaucoup la parole d'Allah quand vous parlez dans vos différentes interventions. Et j'ai trouvé un posting que vous avez publié il y a de cela très longtemps, où vous parlez de la vie et de la mort. Je vais lire d'abord le passage et ensuite je vais poser la question. Vous dites dans un posting, M. Khali, je cite, « Demain si je meurs, pardonnez-moi pour un mot mal prononcé. Demain si je meurs, rappelez-vous juste que je ne suis qu'un être humain qui a vécu parmi vous avec des qualités et des défauts. Demain si je meurs, sachez oublier et pardonner un mal que j'aurais commis, quelle que soit sa nature. Demain si je meurs, dites-vous bien que c'est juste un rappel car vous aussi y passerez. Demain si je meurs, je ne veux ni trompette ni tambour. Rappelez-vous juste de mon passage terrestre et priez pour le repos de mon âme. Demain si je meurs, que mon corps soit inhumé dans ma ville natale Bogué, près de ma mère qui y repose déjà. Demain si je meurs, sachez juste que mon heure avait sonné. Demain si je meurs, sachez juste que la vie est une mission et qu'il faut bien la remplir pour demain en récolter ses fruits. Demain si je meurs, pardonnez-moi pour toute faute commise, volontaire ou involontaire. Alors, Khali, ma question par rapport à cela, c'est, vous parlez beaucoup de la vie et de la mort. Considérez-vous votre parcours sur Terre comme investi d'une mission? Omar, merci pour cette question. Comme tu sais, j'ai eu la chance de grandir dans une famille Toubab, dans une famille française. Et dans cette famille française, qui n'est pas musulmane, la croyance est très présente. J'ai été dans des environnements, dans des pays où rarement, si tu veux, tu avais un contact assez important et quotidien avec des musulmans. Mais, subhanallah, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai eu la chance de continuer, d'avoir cette foi, de croire en Dieu, de remplir mes prières dans des lieux, peut-être que je dirais hostiles, pas hostiles dans le sens où ils ne veulent pas que je prie, non, tout était favorable au sein de la famille, mais le milieu quotidien, la vie de tous les jours, tu vois plus une autre religion que ta religion. Et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala a continué à régner sur moi. Et je me suis dit, au fond de mon intime conviction, c'est parce que Dieu m'aime que j'ai eu cette chance. Parce que quand tu es très jeune, facilement tu peux dévier, facilement tu peux devenir une autre personne. Et puis je grandissais, puis il y avait une attirance très forte vers la religion, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu a mis sur mon chemin des gens comme toi, Omar Mbaye, comme Imam Abdallah Issar, comme Mustafa Lo, comme d'autres et d'autres. Donc, à chaque fois que je me rappelle de ma possibilité de m'éloigner de la religion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi d'être proche de lui et d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je me suis toujours dit que c'était une chance pour moi. Et l'autre chose qui est importante, c'est, on sait tous que la tentation de la vie, quand tu es jeune, l'alcool coule à flot, n'importe quoi. Mais, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Dieu nous a protégés de tout ça. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a surveillés, non, c'est Allah qui nous a donné cette force. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est religieux, qui est très attaché à la religion.
La mort, je ne peux pas ne pas en parler parce que j'ai connu la mort avant d'avoir la conscience. J'ai connu la mort parce que ma mère est décédée, j'étais petit, j'avais 7 ans. Hein? Donc mon père est décédé, j'étais adolescent. Ma grand-mère par la suite est partie et d'autres événements se sont passés dans ma vie, alhamdoulilah rabbil alamin. Si moi aujourd'hui je ne pense pas à la mort, je dois penser à quoi? Donc j'œuvre, je travaille tous les jours que je fais, je travaille pour que demain dans la tombe, quand je serai en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je ne baisse pas la tête par la honte, mais par l'amour d'Allah. C'est ça, en fait, qui fait que j'attache toujours mes messages à la religion, à la philosophie de la bonté, etc. Bon, c'est Allah qui l'a choisi et j'en remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Merci Khali. Merci Khali d'avoir répondu à cette question. J'espère que c'est une question qui touche le cœur. Je dirais même qui fracasse le cœur. C'est une réponse qui fait jaillir des larmes. Et elles sortent d'un cœur sincère, d'un cœur de croyant. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'accorde cette foi sincère et que Allah continue à t'accompagner et à te protéger contre Satan et contre toutes les personnes maléfiques qui te veulent du mal. Nous n'avons pas quelque chose qui est meilleur que notre foi, car c'est elle qui nous garde, c'est elle qui nous protège, c'est elle qui détermine notre lendemain. Alors, ma dernière question, M. Khali, quel conseil, quelle recommandation vous faites à la jeunesse mauritanienne d'une façon générale et particulièrement aux jeunes qui sont dans ce groupe, que ce soit des jeunes garçons ou filles? Barakallah fiqh Omar, merci beaucoup pour le doigt et j'ai dit Allahumma amin inshallah. En fait, ce que moi je pense et ce que je veux dire à chaque jeune comme moi, à chaque personne même pas si elle n'est pas jeune, elle est plus âgée que ça, c'est que dans la vie, il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est l'espoir. Parce que l'homme, quand il perd l'espoir, il devient un néant, il se vide de son humanité. Parce que l'humanité de la personne, elle est reliée à l'espoir. Il faut toujours garder espoir. Il faut aussi se battre. Parce que, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu peux trouver une situation difficile, tu peux vivre des étapes difficiles de la vie, mais il faut que tu acceptes que ces étapes-là font partie de ta vie. Et tu acceptes de les changer, de les transformer en positif. C'est-à-dire, quand tu marches, tu tombes, tu ne dois pas juste te relever et partir. Non, tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui t'a fait tomber. Comme ça, demain, si tu reviens dans le même chemin, tu sais qu'à tel moment du chemin, il faut éviter tel poteau pour ne pas te grincer le pied et tomber. Donc, je voudrais dire à cette jeunesse-là, la Mauritanie, elle est ce qu'elle est. La Mauritanie, c'est comme tous les pays du monde. Il y a de l'injustice, il y a des choses incroyables. Mais il y a aussi des choses très positives. Il faut lier, il faut se servir de ce qui ne marche pas. Il faut s'en servir comme exemple pour pouvoir créer une dynamique en soi pour refuser de tomber dans la fatalité. Parce que le fait de vivre en Mauritanie, c'est très difficile. Tu vis l'injustice chaque jour, tu vis les problèmes sociaux chaque jour, mais tu dois garder l'espoir. Tu dois garder l'espoir et la foi en Dieu pour savoir que toi, si Dieu a décidé que tu sois en Mauritanie, ça veut dire que Dieu aussi t'a mis ton bien en Mauritanie. Il t'a donné ton destin. Tu dois te battre. Jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala te montre une autre porte dans un autre territoire ou dans un autre espace encore. Il ne faut pas perdre le fil de la confiance en soi. Et il faut avoir la confiance en soi. Parce que si on accepte d'être dans la faiblesse, si on accepte de tomber, si on accepte de tout laisser se perdre, ça veut dire que nous, on n'est plus une personne normale. Et la personne normale, elle fonctionne avec le froid, le chaud. Elle fonctionne avec le bon et le mauvais. Elle fonctionne avec la santé et la maladie. Elle fonctionne avec le fait d'être rassasié et d'avoir faim. Tout est créé dans la vie de l'homme.
Alors, ce n'est pas parce qu'une situation est difficile que tu dois abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours se battre. Continuer à se battre. Et savoir que ce pays-là, qu'on appelle la Mauritanie, c'est à nous de le changer. C'est à nous de changer ce qui n'est pas bon dans notre pays. C'est à nous de discuter. Mais tout ça, garder la tolérance. Il faut être tolérant. Il faut s'ouvrir aux autres. Ce n'est pas parce que le système te tape que tu dois penser que c'est tous les morts qui sont le système. Ce n'est pas parce qu'un Wolof te blesse que tu dois penser du mal de tous les Wolofs. Ce n'est pas parce que c'est un Halpulaar qui te blesse que tu dois penser le mal de tous les Halpulaar. Ce n'est pas parce que c'est un Hartani qui te fait du mal ou un Soninké que tu dois penser que tous ces gens-là ou toute cette communauté n'est pas bonne. Non. L'erreur d'une personne, l'erreur d'une petite portion dans une composante ne doit pas nous pousser à mettre tout le monde dans le même sac. Il faut avoir de la tolérance. Il faut avoir de l'amour pour l'autre. Parce que quand vous avez de l'amour, vous avez de la tolérance, vous êtes à mieux prêt à écouter l'autre. Et il ne faut pas aussi porter des jugements sur des personnes que tu ne connais pas. Quand tu vois quelqu'un, quand tu vois un être humain, apporte-lui le respect. Donne-lui l'humanité qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de lui donner. En tout cas, voilà moi le message dans lequel j'aimerais rester et je voudrais toujours continuer à me battre pour ça. Ce pays-là, nous allons vivre ensemble comme des frères ou nous allons périr ensemble comme des ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Khali, merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. Merci de ses conseils et ses recommandations. Chers membres du groupe ANOS, nous sommes arrivés à terme de cette première partie de l'émission Invité du mois. À titre de rappel, notre invité était Khali Diallo, journaliste, activiste, promoteur de marmites du partage et maison du loisir. Quant à la modération, elle était assurée par votre frère et ami Oumar Amadou Mbaye. Il ne me reste plus qu'à remercier notre invité de nous avoir accordé de son temps si précieux et d'avoir répondu à toutes nos questions. Qu'Allah le garde encore longtemps parmi nous et qu'il bénisse son parcours. Et merci de rester encore avec nous jusqu'à jeudi soir pour répondre aux questions du public ANOS. Merci beaucoup. J'espère que tout notre public va prier pour le frère Khali. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallah vik, Tian Omar. Merci pour tout. Et je m'excuserai aussi auprès du groupe s'il y a une manière ou une façon dont j'ai répondu ou parlé qui n'est pas correcte. Je demanderai à tout le monde de me pardonner pour cela, Inch'Allah. Et je reste là pour les questions, Inch'Allah.